Merci Jean-Claude. Avant, je vais quand même essayer de résumer tout ça en une dizaine de diapositives. D'accord. Le prolapsus de la valve mitrale, est-ce que c'est un épaississement diffus ou régional? Est-ce que c'est la même maladie ou pas? La question mécanique reste au cœur du problème qui va entraîner des anomalies de cordage, des piliers et des zones d'insertion. Et puis le reste de l'atteinte des autres valves, parce que il y a des associations avec des atteintes tricuspidiennes et aortiques, ce qui laisse quand même supposer parfois un profil génétique chez ces patients-là, où on a incriminé des liaisons du chromosome 11, 13 et 16 et parfois du chromosome X. La clinique, deux types de symptômes, certains liés à la régurgitation mitrale, on les connaît, mais d'autres qui restent inexpliqués, c'est ce dysfonctionnement neuro-endocrinien qui parfois accompagne la valve mitrale et qu'on n'arrive pas toujours à bien expliquer chez ces patients-là. Je suis moi aussi, comme le professeur Sarano, un interniste au début et donc je suis très sensible à l'examen clinique et on sait que le souffle d'insuffisance mitrale est un souffle dynamique qui va changer avec la position de la valve et l'échographie reste l'élément clé de cette stratégie diagnostique où elle doit répondre à un certain nombre de questions, l'insuffisance mitrale, sa quantification, est-ce que c'est une dégénérescence focale ou une véritable maladie de Barlow, l'aspect lésionnel, l'aspect de l'appareil sous-valvulaire, la localisation du prolapsus, l'analyse de la valve mitrale. Et tous ces éléments-là vont faire dire à l'échographiste qui au Maroc est obligatoirement un cardiologue, est-ce que cette valve est réparable ou pas? Et enfin, bilan d'extension valvaire. Cette écho-transthoracique, elle va être couplée selon l'opérateur à une écho-transœsophagienne ou une écho tridimensionnelle. Mais ce schéma m'interpelle et je voudrais le partager avec vous sur le génie évolutif des prolapsus de la valve mitrale, où avant 50 ans, on aura surtout des décès rythmiques, des morts rythmiques, et c'est là où on doit quand même affiner les choses. Et au-delà de 50 ans, c'est surtout l'insuffisance mitrale qui va tuer ces patients. Et donc, je récapitule tout ça en vous disant que l'échographie reste un élément dans la sélection des patients qui est capital avec cet épaississement et ce déplacement au-delà de 2 mm. Eh bien, la clinique, elle a été rapportée, c'est la femme et c'est le signe clinique. Il y a aussi la présence de ce clic mésosystolique qui est important. L'électrocardiogramme est capital. On analyse les ondes T négatives en inférieur. Les Iraniens ont rapporté un taux de repolarisation précoce qui est très élevé dans ces territoires inférieurs. Et l'extrasystole gauche avec un aspect de retard droit et l'axe supérieur ou inférieur selon le pilier ou la zone qui est concernée. Enfin, l'échographie avec le déplacement de l'anneau et qui est capital dans l'appréciation de ce risque rythmique. Elle sera complétée par la recherche de fibrose et cette recherche de fibrose, elle est intéressante car elle fait le substrat des troubles du rythme et elle sera couplée selon les cas à une étude électrophysiologique dans l'espoir donc de provoquer des tachycardies ventriculaires soutenues et donc d'asseoir l'indication préventive d'un défibrillateur automatique complémentaire. Maintenant, il faut opérer de préférence en rythme sinusal ou en FA paroxystique. Il faut opérer lorsqu'on a ces signes-là de réparation, même chez les fuites significatives asymptomatiques, mais le staff multidisciplinaire va discuter de la chirurgie conservatrice. Elle doit être bien faite et elle doit être fréquemment faite par l'opérateur. Est-ce qu'il faut faire un mitral clip? Est-ce qu'il faut faire une annuloplastie directe ou indirecte? Ça, c'est le staff multidisciplinaire qui en décidera. Je vous remercie.